Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie? Comment a-t-il fait preuve de résilience? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Hélène qui est la fondatrice de l'association du coaching suspendu. Cet épisode il rentre dans un cadre un petit peu particulier qui s'appelle le podcaston, qui permet en fait de mettre en avant, de mettre en lumière, j'ai envie de dire, des associations et leurs actions et leurs engagements. Du coup Hélène, merci pour ta confiance et puis je te laisse déjà un petit peu te présenter. Bonjour Charlène, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis un petit peu émue là parce que c'est la première fois que j'enregistre un podcast. C'est assez nouveau pour moi. Moi, je suis pas de la génération podcast, je suis de la génération d'avant. J'ai 54 ans. Et il y a 5 ans, quand j'ai créé l'association Le Coaching Suspendu, je pouvais pas soupçonner à quel point ça pouvait répondre à autant de besoins d'autant de personnes. Alors cet asso, je l'ai créé d'abord et avant tout de façon assez égoïste finalement parce que je l'ai créé pour moi. Et pourquoi je l'ai créé pour moi? Alors il y a 5 ans, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles dans ma vie à moi. Je m'étais remise de mon premier cancer, cancer du sein que j'avais déclenché à l'âge de 40 ans. J'avais tout changé dans ma vie suite à ce premier cancer. J'avais, quitté la grande boîte, le grand groupe dans lequel je travaillais. J'avais créé ma petite boîte rien qu'à moi. J'avais divorcé, je me suis remariée, déménagée, et je coulais des jours heureux quand, à l'occasion d'un examen de contrôle annuel, on a découvert que le cancer était revenu. 7 ans après le premier, et là, ça m'a fait l'effet, ça m'a assommé, ça m'a fait l'effet, en fait, d'un un éclair dans le ciel bleu. Ça a été terrible. La première fois, c'est dur. La deuxième fois, c'est, on sait par quoi on va passer et c'est insupportable. Et à l'issue des soins, quand on m'a dit, «Ah bah, madame Burslaff, dans 1 an, hein, on vous revoit pour le contrôle, tout va bien». Je suis rentrée chez moi et je me suis dit: «Mais comment j'y retourne? Comment je me remets en mouvement? Comment je sors de mon canapé? Comment je reviens dans la vie?» Après 5 mois entre les hôpitaux, les rendez-vous, les contrôles, les prises de sang, les scanners, les IRM, les suites post-op, tout d'un coup, mon temps me réappartient et là, je sais plus quoi en faire. Je sais plus quoi en faire et je sais plus non plus, ce que je dois changer encore pour que ce coup-ci, le putain de crabe revienne pas en fait, revienne pas encore une 3e fois et je cherche de l'aide. Je cherche de l'aide, on est en mai 2019, je cherche de l'aide sur internet bien sûr. Je cherche de l'aide dans mon réseau professionnel. À l'époque, je suis formatrice et consultante et coach professionnelle et j'en trouve pas parce que je trouve pas de gens, qui me ressemblent, je trouve pas de gens qui traversent la même épreuve que la mienne et puis, sur le marché de l'offre de soins, alors ce qu'on appelle les soins de confort, c'est quand même gonflé, les soins de confort, post-cancer, il y a rien sur le thème de l'activité professionnelle dans le Nord à l'époque et du coup, comme moi j'en ai besoin, et puis que j'ai la conviction qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je l'ai créée, cette aide. Et c'est comme ça que j'ai eu l'envie, le besoin et l'idée de créer un coaching particulier, un accompagnement spécifique pour les personnes qui traversent la maladie et pour pouvoir se remettre à l'activité, alors sociale et professionnelle, mais on y reviendra plus tard. À l'activité, c'est-à-dire sortir de son canapé, voilà. Hem
Alors la première question que je me suis, posée, c'est, qu'est-ce que je vais proposer et à qui? Avec ma partenaire, Peggy Pulse, qui est, enseignante en PNL à l'université de Lille et experte des relations humaines, coach de très haut niveau. On a tout de suite imaginé un accompagnement qui tienne compte en fait, de l'impact de la maladie et des traitements, sur les personnes d'une part et puis sur leur environnement social, familial et professionnel d'autre part. Et on s'est dit que finalement, accompagner quelqu'un qui a été confronté à la mort, hem, pour de vrai physiquement ou symboliquement, parce qu'il y a des maladies comme ça qui viennent impacter, hein, cette peur, cette terreur qu'on a tous au fond de nous. Tout d'un coup, on est mortel. Voilà, tout d'un coup, on se rend compte que ça peut s'arrêter demain ou dans 6 mois. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut, devoir vivre à vie avec la maladie. Avec la maladie ou avec les traitements et que c'est pas neutre et ça vient impacter qui on est, notre identité, qui je suis aujourd'hui et maintenant avec cette maladie, avec mes angoisses, avec mes peurs, avec mes faiblesses, avec mes capacités nouvelles. Hem, Finalement, la maladie, c'est comme un chemin initiatique. On ne sort pas de la maladie de la même façon qu'on y est entré. Il y a l'avant et l'après et souvent il y a l'avec, hein. Je disais tout à l'heure, c'est on vit avec les traitements long terme ou on vit avec des pathologies qui sont incurables, mais dont on arrive quand même à maîtriser plus ou moins les effets et ça change tout en fait, et ma grand-mère disait: «C'est on remet l'église au milieu du village, ou on remet la mosquée ou le temple, hein, au milieu du village». Ça veut dire que tout d'un coup, les priorités sont plus les mêmes et on est entouré de gens qui vont pas forcément, comprendre ça ou qui vont avoir peur de ça. La vie, elle continue pendant que nous, on est à l'arrêt, physiquement et dans nos têtes et dans nos énergies. La vie des autres, elle continue. Alors la vie, elle continue au boulot, hein, il faut bien que le boulot se fasse, les collègues, ils continuent à travailler, les enfants, ils continuent à aller à l'école, les conjoints, conjointes, ils continuent à travailler. Les parents, ils continuent, à vivre leur vie, soit actifs, soit retraités. Hem et nous, non. En fait, nous, on est à l'arrêt, quoi et quand il faut y retourner, on n'a plus la même échelle de priorité ou la même échelle de valeur, souvent. Alors c'est pas universel, mais c'est ce qu'on constate et quand on a besoin d'un coup de pouce, il y a pas beaucoup de gens qui sont, passés par là ou qui sont outillés pour pouvoir nous accompagner. Alors évidemment, il y a les psys, bien sûr, qui sont indispensables et qui sont, spécialisés dans les services d'oncologie, autour des hôpitaux avec, voilà, dans les services de maladies graves. Mais ça suffit pas souvent, et puis souvent l'accompagnement, il est pris en charge, gratuitement les 6 premiers mois et puis après on vous dit: «Ben, ça y est, votre accompagnement, il est terminé, donc maintenant, si vous voulez continuer à être accompagné, il va falloir payer et puis payer cher». Un psy, c'est 60 € la séance, 70 € la séance et quand on a besoin de se faire accompagner toutes les semaines ou au long cours, on n'a pas forcément les moyens, souvent d'ailleurs. Puis la maladie, elle a aussi un impact financier, hein, c'est-à-dire que, on arrête de travailler, on passe au régime général de la sécu, parfois il y a la prévoyance ou pas. On perd des sous, voilà, parfois on perd son job aussi, et tout ce qui entoure en fait les soins de la maladie pris en charge par la sécu, c'est pas pris en charge et là, il faut qu'on les finance et quand j'ai constaté tout ça, je me suis dit: «Quelque chose qui aurait du sens pour moi, ici et maintenant, c'est de construire cet accompagnement spécifique, ouvert à tous et à toutes, ouvert à tous les niveaux culturels, ouvert à tous les niveaux professionnels, ouvert à tous les types de maladies, ouvert aux femmes et ouvert aux hommes, ouvert à tous en fait et que chacun puisse bénéficier de cet accompagnement-là, parce que moi, sans cet accompagnement, j'y serais pas arrivée.
Et pourquoi une asso? Bah, évidemment une asso. J'aurais pu monter une boîte de conseil, j'avais déjà une boîte de coaching, de conseil et cetera. Mais pour moi, c'était pas éthique en fait. C'était pas possible, de faire du business avec l'accompagnement de la maladie. C'était pas possible. Et du coup, je me suis dit: «Forcément, c'est associatif, forcément, c'est à but non lucratif, forcément, il y a des adhérents et des adhérentes, il y a un conseil d'administration aussi, bien sûr. Forcément, on va construire ça ensemble». Et puis après, très vite, je me suis dit: «Pour accompagner, les gens qui traversent la même chose que moi, je veux les meilleurs». Je veux les meilleurs, alors coach, bon coach, c'est devenu un terme, totalement dévoyé en fait, hein. Il y a des coachs de tout, en tout, sur tout, plus ou moins formés. Il y a des coachs en relooking, il y a des coachs en business, il y a des coachs de vie, il y a des coachs en feng shui, il y a des coachs sportifs, il y a des coachs préparateurs mental, il y a des coachs professionnels, il y a des coachs de performance. Voilà, alors bon, c'est un terme un peu dévoyé, donc maintenant je préfère le terme d'accompagnant en fait, hein, qui me paraît plus général. En tout cas, je veux les meilleurs. Je veux des personnes qui soient formées, qui aient de l'expérience, qui aient de l'éthique, en tout cas qui partagent mes valeurs, qui aient de la technicité et qui aient aussi pour eux-mêmes une protection. C'est-à-dire que eux-mêmes, mes accompagnants, soient accompagnés, soient supervisés, c'est indispensable. Et on pourra y revenir justement à cette notion d'éthique et d'engagement moraux. Je veux pas te couper depuis tout à l'heure parce qu'on sent justement la fluidité de tes paroles, mais j'ai aussi beaucoup de questions à te poser et je pense que tu as déjà fait une présentation qui est vachement riche justement du coaching suspendu. Tu as parlé de beaucoup de choses. Tu as parlé de la notion de finance et je pense que va avoir clairement un lien avec le côté suspendu. Tu as parlé de la notion d'éthique, la notion de morale, le terme coach où clairement je te rejoins mais à 300% parce que il veut tout dire et rien dire maintenant, comme quand on parle de développement personnel, on peut tout mettre et rien mettre derrière et finalement ça devient aussi très très flou. Et donc, du coup, tu parlais de ce côté financier. L'asso s'appelle le coaching suspendu. Est-ce que tu veux nous dire justement pourquoi suspendu? Quelle est un petit peu la démarche et la thématique derrière? Et ça va reboucler avec ce que tu disais par rapport au psy ou l'accompagnement de la maladie. Il y a aussi une question financière qui est importante, dont on parle un peu, mais j'ai envie de dire dont on parle peut-être trop peu. Alors je vais rendre à César ce qui lui appartient. L'idée, le concept du coaching suspendu, je le dois à mon mari. On est à Prague, on est en mai 2019, on est sur les bords de la rivière, la Vladva. Le soleil se couche, hein, on en est à notre deuxième bière. Et on discute de l'assaut et je dis justement, je veux que mes coachs ils soient payés. Et pour ça, il me faut des sous. Comment est-ce que je fais pour ne pas faire payer les adhérents ou le moins possible, et pour avoir des sous, voilà. Et donc, c'est quoi le modèle économique? Parce que l'asso, si je veux qu'elle soit pro, si je veux qu'elle tourne et si je veux qu'il y ait des gens de qualité, il faut des sous. Et donc, on essaye plusieurs pistes, on réfléchit ensemble, hein, et puis tout d'un coup, il me dit: «Ah, mais café suspendu, bière suspendue, fais du coaching suspendu». Je dis: «Quoi?» Et là, je me rappelle ce concept des cafés suspendus, donc les cafés sospeso, qui sont nés à Naples dans les années 50. Le plus vieux café de Naples, il s'appelle le café Gambrinus. Et donc, un vieux monsieur, un vieux napolitain rentre, boit un petit café serré, là, un ristretto. Il s'en va, il sort du café Gambrinus. Et là, il y a une personne qui vit à la rue qui le supplie de lui offrir un café. Et le monsieur, ni une ni deux, fait demi-tour, retourne au bar, voit le barman, met sur le comptoir le prix d'un café et dit au barman, vous allez enregistrer, vous allez prendre cet argent et la prochaine personne qui rentrera dans le café et qui aura besoin d'un café, vous lui offrirez de ma part. Et à l'époque, dans les années 50, on mettait les tickets de caisse accrochés au mur sur des crochets. Et donc, c'est le café sospeso. Et c'est ce principe de solidarité active. Donc, vous achetez pour vous-même 2 fois le même service, une fois pour vous-même, et une fois le service de même qualité pour quelqu'un qui en aura besoin. Et donc, on a développé ce concept des coachings suspendus, c'est-à-dire que les professionnels, les coachs qui interviennent dans l'association, quand ils vendent à leurs clients traditionnels, leurs clients entreprises, une prestation standard de coaching professionnel, de formation managériale, d'intervention en entreprise au prix du marché, qui est leur tarif à eux, je leur propose de demander à l'entreprise de rajouter un forfait de 600 €
qui est le prix de l'accompagnement de une personne. C'est ce que ça coûte à l'association d'accompagner une personne, ça lui coûte 600 €. Eh bien, les entreprises de la région peuvent acheter des forfaits de coaching suspendu au tarif de 600 €. Alors au début, je me suis dit, ça va jamais marcher. C'est-à-dire que concrètement, on demande aux boîtes de la région, qui ont déjà beaucoup de dépenses, de rajouter une facture de 600 € à une presta d'accompagnement qui parfois est un peu onéreuse. Et en fait, on est dans le Nord, il ne faut pas oublier ça. Et dans le Nord, on a des entreprises qui ont une tradition de solidarité historique et qui sont vraiment connectées à la RSE, à la responsabilité sociale d'entreprise, qui agissent concrètement sur le terrain, et souvent sans faire de vagues et sans en faire de pub. C'est ça qui est intéressant. Et bien, les entreprises, elles m'ont suivi. C'est-à-dire que dès le départ, dès septembre 2019, j'ai 2 entreprises importantes de la région qui nous ont suivis. Je ne sais pas si je peux citer leur nom. Si, tu peux. Voilà, donc le premier partenaire, ça a été Cofidis, le groupe Cofidis, voilà, qui nous suit depuis d'ailleurs. Et le deuxième partenaire, c'est CGI Finance, hein, qui fait partie du groupe Société Générale, qui nous a suivis et qui sont fidèles depuis maintenant 5 ans. On a été suivi également assez rapidement par Enedis, par La Redoute, par le groupe Éteins également, un groupe régional. On a été suivi après par des entreprises, des TPE, des PME de la région, du bassin minier, du littoral dunkerquois, de la Flandre, du Valenciennois. Et c'est grâce à toutes ces entreprises-là qu'on peut fonctionner aujourd'hui. Voilà. Ouais, ça fait vraiment partie de j'allais dire tes valeurs, mais je dirais même de l'identité même de l'association. Et c'est ce que je trouve très beau. Et je trouve que ça rejoint quelque chose qui, moi, m'est cher. C'est ensemble, on va plus loin, en fait. Et du coup, ça me permet peut-être de parler un peu des valeurs. Et tu disais justement, je voulais les meilleurs coachs, mais pour ça, il me fallait de l'argent. Donc finalement, c'est grâce aussi à ce concept de coaching suspendu et aux entreprises qui t'ont suivi. Parce que c'est pas tout d'avoir cette idée que je trouve assez avant-gardiste, en tout cas dans le domaine du coaching, parce que un café, c'est 1,50 €, 2 €, on va dire, selon les bars, selon les lieux. On n'est pas sur les mêmes dépenses non plus. Donc, je trouve qu'il y a un côté vachement avant-gardiste et innovant que tu as osé et sur lequel on t'a suivi et sur lequel, je pense, que tu en as aussi les récompenses, toi, personnellement, mais aussi pour tes adhérents et adhérentes. En termes de valeurs, d'éthique, qu'est-ce que tu as envie de nous partager justement sur l'asso? Solidarité active, autonomie, responsabilisation et professionnalisme. Voilà, qui n'est pas vraiment une valeur, qui est une façon de faire, mais philosophie en tout cas d'action. Alors solidarité active, on s'aide soi-même. Et plus on s'aide soi-même, plus on est autonome, plus on est responsable de sa propre vie, et plus on va être dans l'action, dans la dignité personnelle, intime, et plus on va attirer des gens qui partagent ce type de valeurs et qui ont envie de faire ensemble. Alors, solidarité active, moi, je l'oppose, et ça, c'est une posture assez forte de ma part, que j'assume, hein, qui n'est pas toujours simple à porter. Je l'oppose à la charité. J'ai comme conviction que ce qui ne coûte rien ne vaut rien aux yeux de beaucoup. Et c'est pour ça que je demande, moi, une contribution aux personnes qu'on accompagne, qui peut être réduite parfois vraiment à quelque chose de symbolique. Mais c'est important pour moi que chacun puisse être acteur de son parcours et y contribue, y compris financièrement. Il y a une notion d'engagement. Il y a qui une est notion vachement d'engagement. Importante, ouais. Exactement. Donc ça se traduit très concrètement par le fait qu'on demande aux personnes qui rentrent dans l'association pour se faire accompagner une adhésion de 10 € par année civile. Voilà, qui reste quand même à la portée de beaucoup, symbolique. Et on demande également, alors pour ceux qui sont accompagnés individuellement, c'est-à-dire qui ne font pas partie d'une convention de partenariat qu'on peut avoir avec une entreprise ou avec un collectif de patients comme l'Espace Ressources Cancer. Donc pour les personnes qui nous contactent en individuel, on demande une contribution, c'est un tout petit peu technique, c'est 1% du revenu net mensuel par séance. Pour illustrer, quelqu'un qui va être au RSA, qui aura donc un revenu minimal de 600 € par mois, on lui demande une contribution à hauteur de 5 €. Quelqu'un qui aura des revenus à hauteur de 1 200 €, on lui demande une contribution de 12 € voilà, par séance. Et sachant que nos séances durent minimum 1h30, voilà, et qu'on peut aller jusqu'à 10 séances.
Alors, il arrive parfois que certains mois, des personnes qu'on accompagne aient des difficultés financières. Ils ne puissent pas payer leurs séances. C'est pas un problème pour nous. On va leur demander la fois d'après de revenir avec une autre forme de contribution. Tu ramènes un cake pour notre prochain café papote, ou alors tu viens nous aider à tenir un stand un samedi à la mairie de Wattrelos, parce que la mairie de Wattrelos s'est engagée à nos côtés et nous soutient également tous les ans. Voilà, et tu vas venir donner un coup de main à l'asso. Il y a plein de façons de faire en réalité. C'est le côté finalement donnant-donnant. Comme tu dis, il y a un côté symbolique. Il peut y avoir une part financière, mais le donner et recevoir, il peut être aussi totalement enlevé de ce côté financier. D'autant plus quand on a des difficultés financières, certains mois, certaines périodes, parce que parfois ça dure pas juste un mois et ça se met aussi dans le temps. Et que je pense que on est en 2024, les notions d'inflation, etc., commencent à être là depuis quelques semaines, quelques mois et à être de plus en plus pesantes aussi pour les adhérents et les adhérentes, j'imagine. Enfin, que ce soit au coaching suspendu ou même tout à chacun, auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Du coup, tu parlais de la solidarité active qui, on sent, a une place vraiment centrale, j'ai envie de dire. Tu parlais de professionnalisme en termes de philosophie de vie. Est-ce que tu veux nous développer aussi les autres valeurs ? Alors, l'autonomie et la responsabilisation. Elles vont ensemble. Voilà, pour moi, ça va complètement ensemble. Je considère que nous considérons, dans le collectif de l'association, que chacun est responsable de sa vie et que nous avons tous en nous les capacités de prendre les décisions qui sont bonnes pour nous. Par contre, très souvent, et notamment quand on est vulnérabilisé par la maladie, parfois on n'a pas la force, parfois on ne sait pas qu'on a cette capacité d'autonomie, de responsabilité. Parfois on n'a pas été élevé comme ça. On a été élevé dans l'idée qu'on dépend les uns des autres, que on ne peut rien faire tout seul, que on a besoin, par exemple, d'être marié à un conjoint qui gagne de l'argent et que c'est l'autre qui vient nous donner notre dimanche, hein, comme on disait dans le Nord il y a quelques années. L'autonomie et la responsabilité, on peut tous l'être, mais parfois on a besoin que quelqu'un nous aide à trouver cette pépite-là à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça qu'on fait dans nos accompagnements. C'est-à-dire qu'on va rendre le pouvoir à chaque personne qu'on accompagne. Voilà. Et on va l'aider à trouver sa pépite, à trouver sa force, à trouver ses capacités, à connaître ses limites aussi, pour ne pas la mettre en danger. En fait. On a parfois des gens qui nous font part d'un objectif totalement irréaliste. Moi, j'ai encore en tête une adhérente qui arrive en me disant moi, je suis indépendante, je ne peux pas me permettre de m'arrêter de travailler, donc j'ai exigé de mon oncologue qu'on remette le soin à dans 6 mois. Nous, on a dit, on ne va pas t'accompagner sur ce chemin-là. Parce que le fait de décaler dans le temps un traitement qui est recommandé par les professionnels de santé, ne nous paraît pas écologique au regard de l'objectif du retour à l'activité. Et donc nous, éthiquement, on ne va pas aller sur ce créneau-là. On ne va pas t'accompagner là-dessus. Je te rejoins tout à fait sur cette notion de ressources chez la personne. Moi, je dis souvent aux personnes que j'accompagne, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, quoi dire, quoi penser, comment être. Et en fait, qui je serai pour vous dire ces choses-là. Ça veut dire que je me considère supérieure à vous ou plus connaissante ou plus sachante de votre propre fonctionnement, alors qu'on se connaît peut-être depuis quelques jours, quelques semaines, mais qu'en réalité, on n'a passé que quelques heures ensemble, quelques heures de séance, mais ce serait indécent, irrespectueux et pas du tout éthique, pour reprendre justement des mots qui te sont chers et importants. Et peut-être que tu partageras cette métaphore. Je dis souvent, quand les personnes arrivent en accompagnement, c'est souvent l'orage, la tempête, le tsunami, selon les événements. Mon rôle, c'est que ensemble, main dans la main, avec cette notion de co-création et d'accompagnant au rythme de la personne, parfois en allant moins vite, parfois en accélérant parce que le rythme est là, parfois en faisant un pas de côté, de rétablir le ciel bleu et le soleil. Mais c'est pas moi uniquement qui vais souffler sur les nuages, sinon, dans tous les cas, il y aura pas cette notion d'engagement de la personne et ce sera pas durable, éthique, écologique aussi dans le temps. Et merci de le repréciser parce que je pense que tu parlais du mot coach tout à l'heure qui est devenu galvaudé et où, en fait, on met tellement tout et n'importe quoi derrière que je trouve qu'on en perd cette éthique où limite, parfois, il y a des personnes, moi, qui viennent en accompagnement et me demandent les réponses. Et du coup, j'ai la même réaction que toi. J'ai la même réaction que toi en me disant,
non, ce sera pas éthique pour moi de t'accompagner parce que c'est pas à moi de donner les réponses. Et si c'est ce que t'attends, c'est pas pour moi la bonne démarche. Si éventuellement une autre personne souhaite le faire, soit, mais c'est pas la posture et la place que moi j'ai envie de prendre. Et je pense que c'est super important cette notion d'éthique. Ouais. Donc merci de le rappeler. Tu voulais rebondir dessus? Oui, je voulais rebondir sur la conception, nous, qu'on a des coachs qui sont dans l'asso, enfin en tout cas de la façon d'accompagner. Moi, je dis souvent on intervient comme des sages-femmes, en fait. On aide la personne à accoucher de son propre projet, à elle. On l'aide à valider si ce projet est écologique pour elle-même, c'est-à-dire écologique au sens PNL du terme, hein, c'est-à-dire est-ce que ce projet tient compte de l'ensemble de l'environnement économique, social, affectif, physique, psychique, spirituel de la personne. Une fois qu'on a validé ça ensemble, cette écologie, le fait que cet objectif-là de changement ou qu'on cherche à atteindre est bien écologique, alors après on va marcher à côté de la personne et on est un peu comme un filet de sécurité en fait. Voilà, on lui sert un peu de béquille et on va marcher à son rythme. Tu le précisais, ça me paraît fondamental et c'est une des différences majeures que nous avons avec des accompagnants dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du coaching professionnel ou autre, qui eux ont un timing qui est le leur et qui n'est pas le timing de la personne accompagnée. Carrément. Tu parles de sage-femme, moi je parle souvent de la maïotique de Socrate. Et au vu de ton sourire, je pense que c'est quelque chose qu'on partage. Et tu parles de filet de sécurité, moi je parle de tuteur de résilience. Encore une fois, c'est des mots qui sont synonymes et avec des métaphores qui sont différentes. Mais voilà, je pense que c'est important de pouvoir montrer aussi aux personnes qui nous écoutent, adhérents ou adhérentes, que ce soit de l'association, des personnes qui se retrouvent dans ces situations-là, que l'idée, c'est pas non plus de faire à leur place, mais de leur permettre de faire et d'avoir, comme tu dis, cet objectif qui, sur tous les plans, il y a un côté systémique qui est aussi vachement important. Si on prend que le côté financier ou que le côté santé, bah, il va manquer quelque chose, en fait. On est des êtres pluriels, multidimensionnels, et si on ne prend qu'une partie de cette dimension, ben, c'est comme si on fermait les yeux sur une partie de la réalité. Et je pense que c'est très important. Et du coup, bah, je pense qu'on peut en venir davantage. On en a déjà parlé, mais aller creuser un petit peu ce point-là. Tu as parlé justement de retour à l'emploi, d'avoir créé aussi ce que toi, tu avais besoin et envie, qui est à la base un peu les racines aussi du coaching suspendu. C'est vrai que le retour à l'emploi, je vais mettre dans la maladie au sens large, en incluant aussi le cancer, bien entendu, ça peut être autant un frein qu'un facilitateur selon les personnes, selon le rythme, encore une fois, selon tout ce côté systémique, selon l'entreprise qui est mis en place ou pas. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce sujet, même si j'imagine que c'est vaste? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Quand j'ai démarré les premiers accompagnements, on était vraiment sur la thématique du cancer du sein et du retour à l'emploi. J'avais déjà prévu dans les statuts qu'on accompagne les femmes et les hommes touchés par une pathologie. Voilà. Mais on a quand même démarré cancer du sein, emploi, femmes. Très rapidement, on s'est aperçu, que les hommes ont aussi des cancers du sein. Une première info que personne ne connaît, en fait. 1% de la population qui a un cancer du sein est un homme. Voilà. Deuxièmement, que les premiers accompagnements qu'on a faits, en fait, se sont soldés par le fait que les personnes ont choisi, comme projet de vie, de ne pas reprendre le travail. Et du coup, ça nous a évidemment questionné, déstabilisé et poussé à avancer. C'est ça qui est super riche, c'est-à-dire que nos accompagnements, notre expertise se développe au fur et à mesure de ce qu'on met en œuvre, en fait, tout au long de ces 5 années. Donc très rapidement, le retour à l'emploi, la première question qu'on pose, c'est qui a dit que c'était le bon moment de reprendre le boulot ? On s'aperçoit très souvent que le bon moment, c'est pas le moment de la personne qu'on accompagne, mais c'est le moment soit des médecins, donc médecins généralistes, suivant leurs propres croyances, convictions, observations médicales, le médecin du travail, qui pareil agit par rapport à ce qu'il croit savoir de la maladie, des conséquences de la maladie, de ses propres stéréotypes ou expériences de vie. Le médecin conseil de la Sécu qui, à un moment donné, dit arrêt de longue maladie se termine maintenant, on reprend le boulot ou on part en invalidité. Donc il y a aussi le couperet institutionnel qui tombe. La famille qui dit... alors la famille, elle a souvent 2 attitudes. C'est soit une attitude de surprotection
Oh là là, mais tu te rends pas compte avec tout ce qui t'est arrivé, t'as vu l'état dans lequel tu es, prends ton temps, c'est pas maintenant que tu reprends le boulot, même si la personne, elle, a envie d'y aller. Ou alors au contraire, l'attitude totalement inverse, par peur de la mort, et pour éloigner ce spectre-là le plus vite possible. Ah bon, c'est bon, l'opération elle est terminée, t'as eu tes 15 jours d'arrêt, allez hop, maintenant on y retourne. Maman ou ma chérie ou papa, allez, tu restes pas dans ton canapé, tu te bouges, hop, hop, hop. Et du coup, la personne souvent... Alors après, il y a évidemment l'employeur aussi, qui peut faire plus ou moins pression amicale, plus ou moins sur le retour, ou au contraire sur écoute, t'es bien en arrêt, t'y restes, parce que là, nous, on a mis en place une autre organisation, ça nous arrange pas du tout que tu reviennes. D'ailleurs, on va aller sur un licenciement pour inaptitude, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, il y a finalement, la première question, c'est quand le bon moment et pour qui, et de façon à ce que la personne identifie vraiment si c'est son moment à elle ou pas. L'emploi, c'est la panacée. Mais l'emploi, c'est pas le seul objectif. Parce que ça sous-entend qu'il n'y a que le travail dans la vie. Ce qui peut être vrai pour beaucoup, ce qui peut être vrai à certains moments de vie et moins à d'autres. Et ce qui parfois est pas complètement vrai non plus. Alors, c'est la raison notamment pour laquelle on parlait de finances tout à l'heure. Je vais faire une petite aparté. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça peut évoluer, mais à ce stade, nous avons choisi dans l'ASSO de ne pas aller chercher des financements publics, parce que les financements publics sont systématiquement soumis à l'obligation de ce qu'on appelle une sortie positive. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prouve par A plus B que notre action a permis de remettre la personne en formation ou à l'emploi. Et ça, moi, je ne peux pas le garantir, parce que ce sera le choix de la personne. Ce sera également en fonction du contexte professionnel, compétences, aptitudes économiques, organisationnelles, humain, managérial. Il y a tellement de variables qui jouent sur lesquelles tu n'as pas le contrôle et la mainmise. Exactement. Et du coup, je ne m'engage pas, moi, à trouver des sorties positives aux gens. Par contre, moi, je m'engage, par notre accompagnement, à créer les conditions pour que la personne soit apte à se remettre une activité qui est juste pour elle. C'est le chemin plutôt que la destination. Exactement. Et c'est tellement... ça n'engage que moi, mais je trouve ça tellement plus important en réalité, parce que la destination, on n'est jamais sûr réellement de l'atteindre. Par contre, le chemin, on peut être persuadé en tout cas de le parcourir, et que c'est lui qui... parfois nous fait changer aussi de destination, et que, comme tu disais, tous les éléments que tu as donnés, ils évoluent aussi dans le temps. Ils ne sont pas gravés dans le marbre à un instant T et restant toujours pareil aussi. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important de rappeler que voilà, c'est la personne, comme tu le dis, qui décide. Et encore une fois, ça remet cette question d'autonomie, de responsabilisation, que les coachs de l'association sont là pour faire filet de sécurité, pour permettre, pour aller creuser aussi sur certaines choses en profondeur, pour retrouver une sérénité, un bien-être, un mieux-être, une confiance. Enfin voilà, je pourrais développer, la liste est longue et là, elle est vraiment pas exhaustive. Mais en parlant un petit peu de toutes ces choses-là, ça nous amène peut-être aussi à parler des stéréotypes qu'il peut y avoir autour de la maladie, autant ceux peut-être que toi tu as pu vivre, ou ceux que les adhérents et adhérentes peuvent t'amener. Il y en a plein, j'en ai déjà en tête, mais je pense que tu es bien mieux placé que moi pour pouvoir en parler. Merci de me donner l'opportunité de partir sur un de mes dadas favoris, les stéréotypes. Alors, et notamment, très en particulier, les stéréotypes de genre. Alors, ce que j'ai pu observer, pour être aussi par ailleurs très investie sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle et la mixité dans tous les métiers, c'est que quand on est une femme et qu'on a une maladie grave, et a fortiori un cancer du sein, c'est la triple peine quand on revient au boulot. C'est-à-dire qu'il y a les stéréotypes autour de la maladie, les stéréotypes autour de la place de la femme dans l'entreprise, et les stéréotypes autour du sein. C'est-à-dire que quand on dit à son employeur « j'ai un cancer du sein », et quand on revient au boulot, je souris parce que j'ai des images très précises en tête et des exemples vécus par les gens qu'on accompagne aussi, qui témoignent de ça. En fait, les gens, ils regardent vos seins.
C'est-à-dire que tout d'un coup, on revient au boulot et les interlocuteurs ne peuvent pas s'empêcher, mais avec la meilleure bienveillance et bonne volonté du monde, ne peuvent pas s'empêcher de baisser le regard. Et ça me fait rire parce que, évidemment, la question, c'est mais il est encore là, il est plus là, elle en a 2, elle en a des tout neufs, c'est comment voilà. Et tout d'un coup, on va parler de vos seins dans l'enceinte professionnelle, même si on s'en défend. Et du coup, ça ramène la femme qui rentre au boulot après une maladie, non pas à son statut de collaborateur compétent qui revient ou pas sur un poste, mais au statut de femme malade qui reprend le boulot. Et donc, avec tout ce que ça peut véhiculer de cette image de faible femme, de oh ben maintenant on entend ça ah ben maintenant avec ce qui t'est arrivé tu vas pouvoir quand même, tu vas pas reprendre un temps plein, les responsabilités, mais non, tu penses pas, quand même tu dois être fatigué, et puis faut que tu te consacres aux choses vraiment importantes, consacre-toi à tes enfants maintenant et oublie les responsabilités, voilà. Et c'est super dur quand on est une femme, notamment à des postes de responsabilité, mais également à tout poste dans l'entreprise, de revenir en disant mais si, ça y est, je suis apte à reprendre mes activités, j'ai un cerveau, j'ai des capacités physiques, j'ai des compétences et c'est ça que je vais mettre en œuvre dans l'entreprise. Et je ne vous parle pas des hommes qu'on accompagne qui ont un cancer des testicules. Ah, j'en vois des qui sourient là, à l'autre bout du micro, en fait. Imaginez un peu 30 secondes, là, le collègue qui revient au boulot avec un cancer des testicules. Ben moi, j'en connais plusieurs qui passent ça complètement sous silence. Ah, mais c'est parce que c'est tabou, en fait. C'est complètement tabou. Parce qu'on ne veut pas en parler. Bon, il peut y avoir beaucoup de choses, mais il y a aussi allez, je vais oser le dire, quand même un côté de religion qui vient d'un passé, sans critique et sans jugement aucun. Mais voilà, ça reste une observation que ce côté religieux dans nos pays, même en Occident, a énormément coloré, en fait, ces choses-là. Et que ces stéréotypes dont tu parles, ça vient colorer aussi le chemin de la maladie, mais aussi de la guérison. Il y en a un dont j'aimerais bien qu'on parle par rapport au retour à l'emploi, c'est le côté sur ces arrêts de maladie longues, comme tu le dis, est-ce que, et je vais plus se poser en tant que question, même si je pense avoir ma réponse, le côté, en fait, l'aspect flemmarde, est-ce que c'est quelque chose que tu entends ou que tu as toi-même entendu peut-être ? Oui, alors c'est non seulement quelque chose que j'entends, mais en plus quelque chose que j'ai constaté dans nos institutions. Alors, je ne vais pas faire de généralité et je ne citerai pas l'endroit, mais il y a au moins une caisse primaire d'assurance maladie dans la région des Hauts-de-France qui a érigé en dogme le côté, au bout d'1 an d'arrêt longue maladie, soit tu reprends le boulot, soit tu passes en invalidité. Il faut savoir que la loi autorise d'aller jusqu'à 3 ans sur les arrêts de longue maladie. Ce côté dogmatique sous-entend que derrière, il y a une lecture de ceux qui sont en longue maladie, ils se plaignent d'aise, ils restent à leur maison, ils veulent juste pas faire des efforts. Ils veulent pas traverser la rue pour trouver du boulot. Je ferme la parenthèse. Nous, ce qu'on constate, il y a quelque chose qui est parfaitement méconnu. Je donnerai un seul exemple. Pour ce qui concerne les cancers, donc les pathologies cancéreuses, l'impact du traitement sur les patients, traitements qui peuvent aller jusqu'à 10 ans après la maladie. Je pense notamment aux hormonothérapies, mais il y a également des traitements de type chimiothérapeutique ou immunothérapeutique qui peuvent s'étaler dans le temps. L'impact de ces traitements a été étudié en France dans la presse médicale uniquement. Le premier article est sorti en France en 2019. Ce qui veut dire que même la communauté médicale n'a pas forcément connaissance de l'impact des traitements sur les individus, notamment sur les capacités cognitives, à savoir les capacités de concentration, la mémoire et la capacité intellectuelle à gérer des dossiers complexes. Les traitements engendrent ce que la communauté médicale appelle le chémofog ou le brain fog, donc en français le brouillard de cerveau. L'illustration que moi je donne systématiquement, c'est, allez, quand on était jeune, il y a très longtemps, et surtout il ne faut pas le faire, on s'est tous pris une cuite. Vous voyez, une bonne grosse cuite. C'est vrai ? Moi j'étais très très jeune à l'époque. Voilà, vous visualisez un peu, visualisez-vous le lendemain matin. Vous voyez un peu quand on se réveille comme ça, il ne faut pas nous parler trop fort, il ne faut pas nous donner des consignes trop compliquées. Vous voyez un peu le truc, là, le brouillard de cerveau. C'est ça, le brouillard de cerveau. Ce n'est pas toute la journée, ce n'est pas en continu, mais ça peut nous tomber dessus à n'importe quel moment. Et ça, c'est absolument méconnu. Et quand on va voir le médecin du travail, qui n'est pas informé, et on a eu, nous, le cas où on a dû
contacter le médecin du travail et lui transmettre les articles médicaux qui mettaient en avant ces conséquences-là. Voilà. L'Institut national du cancer a fait une étude sur une cohorte d'individus, une enquête qui s'appelle VICAN 5, pour celles et ceux qui voudraient aller chercher plus loin. VICAN, VICAN 5. Je mettrai dans la description. Merci. À mesurer en fait les impacts du cancer sur le point de vue physique, psychologique, économique, emploi, relation à l'emploi, sur l'impact du cancer et des traitements du cancer, tout type de cancer confondu, et a démontré que pour 4 individus sur 10, il y avait encore des conséquences 25 ans après la fin des traitements. C'est énorme. C'est énorme. Et dans les 6 à 9 ans après la fin des traitements, c'est 6 individus sur 10, voilà, dans cette enquête-là, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut national du cancer. Et ça, ce sont des choses que personne ne connaît ou qui sont méconnues. Et c'est aussi pour ça qu'on fait de la sensi en entreprise, en fait. Parce que très souvent, les entreprises sont pleines de bonne volonté, ont envie de réintégrer un collaborateur, mais ne savent pas comment s'y prendre. Je te remercie de le dire, c'est important, parce que parfois, on vient blâmer les entreprises. Mais en réalité... même ce soit les RH ou les managers, moi j'en parle aussi par rapport à la notion du deuil pur, l'accompagnement dans le cadre d'un décès. En fait, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils sont mal intentionnés, c'est juste qu'ils sont pas outillés, ils savent pas quoi faire. Et comme ils savent pas quoi faire, plutôt que de mal faire, ils préfèrent rien faire. Et en réalité, c'est pas totalement de leur faute, c'est plus... même comme tu disais, par rapport à la CPAM, etc. Oui, il y a des choses qui, en fait, on prend pas assez en compte l'humain et l'individuel et le rythme dont on parlait justement tout à l'heure de la personne. Pour certaines personnes, ça peut être très rapide parce que c'est comme ça en termes de biologie interne, corporelle, en termes cognitifs. Ça va peut-être aller plus vite, et pour d'autres où ça va être très long, en fait. Et si on cale un timing qui est le même pour tout le monde, et que une fois passé ce timing, comme tu dis, il y a cette notion d'invalidité que je trouve aussi très 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 violente et à laquelle est associé énormément de deuil aussi. C'est comme quand on peut entendre dans le DSM que une fois passé 6 mois, vous êtes en deuil traumatique. Moi, ça me fait hérisser les poils, quoi. Et je suis gentille. Mais vraiment, je trouve que c'est quand même assez violent, parce que ça prend pas en compte le vécu unique, personnel à chacun, selon ce qu'on est, selon la personne réellement qu'on est, et les impacts que ça peut avoir pour chacun et chacune, en fait. Ah oui, tout à fait. Alors ça, je partage complètement ton point de vue. Et dans le même temps, j'ai envie de dire que, heureusement que nous sommes en France, heureusement que nous avons cette tradition, là aussi, de solidarité collective et active. Et heureusement que dans nos institutions, il y a des acteurs, et dans nos entreprises, il y a des acteurs, des hommes et des femmes de bonne volonté, qui cherchent justement à faire de la dentelle fine dans un système qui est fait pour le plus grand nombre. C'est-à-dire que heureusement qu'on a des lois, des règlements et des cadres de cohérence collectifs, heureusement. Bien sûr. Sinon, on serait dans l'anarchie. Tout n'est pas acheté. Évidemment que ces cadres-là, ils sont faits pour le gabarit d'hommes moyens et de femmes moyennes qui n'existent pas dans la vraie vie. Voilà. Et que, évidemment, heureusement qu'il y a encore des acteurs qui ont l'intelligence collective et la souplesse pour pouvoir trouver des solutions sur mesure. Et là, moi, je ne remercierai jamais assez des acteurs avec qui on bosse, nous, au niveau du coaching suspendu, et des partenariats qu'on mène, justement avec les acteurs de la santé au travail, avec la CARSAT, avec le pôle santé, avec les CPAM, avec certains médecins du travail, avec des médecins généralistes, et avec, évidemment, les entreprises, les RH, les correspondants handicap, les préventeurs, les managers, les dirigeants, pour trouver systématiquement des solutions sur mesure. Mais ça ne peut être que du sur mesure. C'est de la dentelle fine, c'est du cas par cas, et on ne peut pas, là, venir plaquer un modèle en mode réintégrer un collaborateur en dit-le-son, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et ça suppose aussi, et ça veut dire aussi que ça a un coût. Bien sûr. Et en même temps, c'est la difficulté, c'est la beauté, j'ai envie de dire, et la complexité de notre système en tant qu'être humain. C'est qu'on a à la fois besoin de simplifier tellement notre monde est compliqué, mais cette simplification, on en paye aussi parfois le prix. Donc, et on voit tous les acteurs qui sont là et qui jouent et qui ont cet impact positif. Ça me donne envie de te demander, mais de quoi vous auriez besoin aujourd'hui, ou sur cette année 2024, ou peut-être sur les années à venir pour le coaching suspendu
Et au-delà peut-être de cette notion de besoin, de quoi tu as envie? Comment tu as envie de faire peut-être rayonner l'activité du coaching suspendu, les engagements qu'il y a autour pour ses adhérents et ses adhérentes? Ok, alors de quoi on a besoin et de quoi j'ai envie? Alors, de quoi on a besoin, c'est très simple. On a besoin de se faire connaître auprès des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Aujourd'hui, on a accompagné sur ces 5 dernières années 150 personnes à peu près, soit en accompagnement individuel, soit en accompagnement collectif. On a tous les outils qui vont bien de communication. Et pourtant, on a eu des articles dans La Voix du Nord, on a eu également Radio Métropolis qui nous a accompagnés pendant plus d'une semaine à l'occasion d'Octobre Rose. Et ça ne suffit pas, c'est-à-dire que les gens ne nous connaissent pas encore assez. On a des infirmières coordinatrices qui nous connaissent et qui parlent de nous, qui nous envoient des patients. On a des oncologues qui nous envoient des patients. On a des réseaux, des réseaux par exemple, le réseau des kinés spécialisés sur le traitement post-cancer, donc RKS, qui nous envoie également des gens et je les en remercie. On a des pharmaciens qui nous envoient des gens. Et puis, on a maintenant nos adhérents et c'est le bouche à oreille en fait qui fonctionne. Mais on a aujourd'hui de la capacité d'accueil. On a des personnes formées spécifiquement, expertes, on en a 12, qui peuvent rayonner sur tout le territoire des Hauts-de-France. On a de la place pour accueillir des nouvelles personnes. Ça, c'est une première chose. Donc, faites savoir autour de vous, parlez-en autour de vous. Allez sur notre site www.coachingsuspendu en un seul mot minuscule.fr. Ça sera aussi dans le lien de la bio, Voilà. comme ça, il y a juste à cliquer. Et rien que de partager aussi cet Voilà. épisode, c'est aussi de la visibilité. Exactement. Parce que ça permet de montrer toutes les Exactement. activités, toutes les racines, tout ce qui tourne en fait autour de l'asso. Donc ça, c'est la première chose. On a besoin d'être connu auprès des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. On a également besoin, évidemment, de sous. Voilà, donc 3 sources de financement, les entreprises, donc avec l'achat de forfaits de coaching suspendus ou des partenariats qu'on peut mener pour mener des actions également de sensibilisation, de formation, d'accompagnement, d'intervention dans les équipes. Voilà, on est aussi outillés pour faire ça. Vous l'avez compris, on est très très ancré dans le monde économique. On n'est pas complètement hors sol. On accompagne les gens dans une réalité économique, publique et privée qui est la nôtre. Sur Terre, voilà, exactement. On a deuxième source de financement, c'est tout ce qui est également mécénat et dons, puisque nous avons la reconnaissance d'intérêt général et qu'à ce titre-là, tout ce qui est dons d'entreprise ou dons privés sont déductibles des impôts. Donc, c'est important de le signaler. Donc, si vous payez trop d'impôts, mesdames et messieurs, particulier ou entreprise, faites un don au coaching suspendu. Ça, c'est fait. Et puis également tout ce qui est appel à projet, tout ce qui est fondation, tout ce qui est manifestation d'intérêt également, auxquelles nous répondons. Et merci de nous en faire connaître des nouvelles qui pourraient rentrer, nos activités pourraient rentrer dans le cadre d'appel à projet de fondations diverses et variées. Donc là, on est également preneur et on y répond. Plein de petites graines, en fait. Exactement, c'est plein de petites graines. Après, moi, j'ai quand même... Alors, quand on se projette sur l'avenir, il y a quelque chose qui est fondamental pour moi. Ça va faire sourire parce que c'est une expression aussi un peu galvaudée, mais c'est penser grand, agir localement. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas devenir une multinationale de l'accompagnement du cancer ou des longues maladies. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'intervenir là où sont les personnes, ici sur notre terre, sur notre territoire, ici, notamment des Hauts-de-France. Bien sûr qu'on peut intervenir en visio, on sait faire, donc on peut accompagner des gens qui sont à Marseille, qui sont à Limoges, qui sont à Strasbourg. Moi, je préfère rester modeste et agir de façon qualitative, plutôt que de me développer de façon exponentielle et de perdre la maîtrise de la qualité des accompagnements qu'on fait. Donc ça, c'est important pour moi. On sent l'envie de rester sur le terrain et au contact réellement des personnes et de ne pas être déconnecté justement de cette réalité. C'est ça. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. On travaille avec des êtres humains. On travaille pas, on n'est pas une usine de petits pois. Voilà.
Donc, clairement, ça, c'est vraiment important pour moi. La façon dont je vois les choses pour demain, c'est que les fondations qu'on a posées, on a pu embaucher notre première salariée à mi-temps, notre coordinatrice, directrice, donc Sandrine Lotte. Que je salue, qui est aussi ma binôme sur les apéros de la mort et avec qui on a fait aussi un épisode. Voilà, tout à fait. Également ma partenaire qui est à la fois l'inspiratrice, la superviseure et l'experte et la coach de très haut niveau, Peggy Pulse. Et puis plus généralement toute l'équipe des coachs. Mais je veux vraiment qu'on reste là à travailler ensemble, à développer des projets, à développer de l'ingénierie, à développer de l'expertise de qualité, puis à pouvoir transmettre cette expertise à toute personne qui souhaite accompagner des gens vulnérabilisés par la maladie. Et on a aussi cette volonté de transmission, de partage de notre expertise, de notre pratique, de travailler encore plus en réseau avec les psys, avec les professionnels du soin et de la santé, avec les acteurs de l'emploi et de la formation. Voilà, de créer ce filet de sécurité. On est tous complémentaires, on a tous notre place dans le système. Travaillons ensemble, identifions-nous, mettons-nous en réseau et créons ce filet de sécurité pour les gens qu'on accompagne. Ouais, c'est vraiment ce côté ensemble, on va plus loin, tout en prenant en compte l'unicité et la particularité, le rythme de chacun. Merci infiniment, Hélène, pour ce témoignage, pour la mise en lumière de ton association du coaching suspendu. Je pense que tu as tout dit dans les besoins, dans la vision, dans les aspirations. Donc voilà, je peux que vous recommander d'aller cliquer sur les liens en bio, de faire connaître, de partager. Il n'y a pas de petite action. C'est ça la beauté de l'interdépendance aussi, où voilà, on est tous en lien les uns avec les autres. Et en parler à quelqu'un qui en parlera à quelqu'un qui en parlera à quelqu'un, c'est déjà un début en réalité. Donc voilà, pensez petit pour aller vers le grand en réalité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter pour conclure cet épisode ? Oui, avant de te dire merci, ce que tu viens de dire me fait rebondir sur notre logo. Notre logo, c'est une création originale de ma tatoueuse qui s'appelle France, qui intervient à Aubourdin, que je remercie, et qui m'a créé à ma demande, en fait, qui me l'a tatoué littéralement sur le ventre. Mon logo, ou plutôt c'est le tatouage qui est devenu le logo, et c'est un mélange de colibri et de phénix. Donc chacun peut apporter sa petite goutte pour éteindre l'incendie. Et puis le phénix, c'est parce que je renais de mes cendres, et parce que à travers cette association, je souhaite que chacun puisse renaître de ses cendres grâce à tous les colibris que nous sommes. Et merci beaucoup à toi de m'avoir ouvert cette tribune. Merci infiniment, Hélène. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.